Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue à ce journal de ce mardi 3 septembre 2019, dont voici les principaux titres. Une jeune fille hospitalisée dans la province de Kirundo après des coups infligés par l'administrateur communal de Gambarangwe, lui reprochant d'avoir dansé lors de la cérémonie d'ouverture de la permanence du parti CNL, une attitude que condamne l'association SOS Torture Burundi. L'équipe nationale de football, les Hirondelles, croise le fer ce mercredi avec l'équipe nationale de la Tanzanie, Taifa Stars, dans un match éliminatoire pour la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en 2022. Le sélectionneur burundais espère la victoire des Hirondelles. Hors de nos frontières, 3 personnes ont déjà trouvé la mort, des centaines de magasins pillés et brûlés dans une vague de xénophobie qui refait surface en Afrique du Sud. Les détails de ce journal dans un instant. Page droits de l'homme pour démarrer. Une jeune fille est hospitalisée à Kirundo après des coups qu'elle a reçus de l'administrateur communal de Gambarangwe, Ningabiye Febroni. Fukamesabe Joséphine était avec ses 3 amies. Elles ont été convoquées par un certain Emmanuel, surnommé Bigombelo, pour avoir dansé lors des cérémonies d'inauguration de la permanence du parti CNL. Suivez les images de la jeune fille à son arrivée à l'hôpital. Un témoin sur place déplore le comportement de cette administrative communale qui a l'habitude de torturer des personnes dans son bureau. Suivez ce témoignage. Emmanuel, surnommé Bigombe, est venu avec des convocations pour ses filles qui lui doivent se présenter à la commune ce lundi. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'il veut faire du mal à une personne, il lui fabrique une convocation qui lui doit se présenter à la commune. Cela est devenu monnaie courante pour cette administrative communale Ningabiye Febroni. Elles étaient à 3. Elles sont toutes écolières. Elles se sont présentées ce lundi devant l'administrateur. Elle a tardé à les accueillir pour l'interrogatoire. Mais elle est tardée pour attendre que 2 membres du CNL qui étaient sur place partent. Après leur départ, elle a fait entrer les enfants. L'interrogatoire n'a pas eu lieu. Elle a commencé à les gifler. Certaines d'elles étaient allongées par terre. Elle a amené un gourdin qu'elle a utilisé. Elle les a battus violemment. Après, elle leur a demandé de se lever, mais ils étaient déjà trop faibles. Mais au lieu de compatir, elle les a nargués en disant « vaut mieux mourir ». Cette élève est hospitalisée maintenant. Elle est en mauvaise santé. Nous nous sommes rendus chez le commissaire, sans succès. Nous n'avons pas encore eu son feedback. twabajije komiseri nawe twashe tunaduza mu santeri nyene n'ubu niyakiri twamusavye kugira aze kuraba uwo mugwayi hama yegura amadosiye ngo nawe nyene yagumyeyo ubu ntaraza. Ce n'est pas du tout nouveau parce que le gouvernement burundais a érigé la torture comme son mode opératoire. C'est un acte ignoble. Ce sont les propos d'Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de SOS Torture. Il déplore cette attitude que la population soit malmenée par ceux qui devraient assurer leur protection. C'est à la justice burundaise de se saisir de ce cas, sinon les auteurs de ces crimes seront poursuivis par la justice internationale. Suivez Aimé Kwizera. Nous déplorons d'abord le comportement de cette administrative qui a érigé la terreur en mode d'administration. Nous avons vraiment été choqués par ce comportement. Les personnes qui ont oublié leur mission, les responsabilités des administratifs, qui confondent les affaires de l'État à leur rôle administratif. Nous avons très bien vu que c'est dans la continuité de faire plaire les responsables du parti au niveau national qui, en érigeant leur jeunesse en une milice, a fait que tout le monde sente que pour pouvoir plaire les autorités, la hiérarchie, il faut
mener une sorte de zèle dans les activités de torture ou bien de violation des droits de l'homme, parce que ça a déjà été érigé en leur mode d'administration. Et nous aimerions rappeler cette administrative que les convictions politiques, les convictions religieuses ou bien les autres convictions ne peuvent pas être dictées par qui que ce soit, que c'est un droit qui est inaliénable. Et nous appelons sincèrement la justice de se saisir de cette question pour pouvoir punir en exemplarité cette administrative pour qu'il puisse redorer l'image de l'administration. Le Burundi aujourd'hui est devenu un État voyou où les autorités ont érigé la torture, les disparitions, les tueries en leur mode opératoire, dans l'impunité. Donc c'est vraiment pas nouveau. Nous continuons à appeler à ce que la communauté internationale suive de près cette attitude d'intolérance politique qui est devenue monnaie courante à la veille des élections de 2020. Nous avons contacté l'administrateur communal de Bwambarangwe pour avoir sa version des faits, sans succès. Poursuivons ce journal. Le mois de septembre a été choisi par l'Union africaine comme mois d'amnistie accordé aux détenteurs illégaux d'armes de les remettre sans être poursuivis. Les gouvernements signataires de cette convention, y compris le Burundi, sont appelés à faciliter cette tâche pour que les armes soient retirées de la population. Le mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement, MIRPD, qui lutte contre la prolifération des armes, indique qu'il n'y a aucun signe qui montre que le Burundi pourra se joindre aux autres pays. Suivez Jean-Claude Sinzinhayo, président de cette association. Uburundi ni kimwe mu bihugu bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bisigura ko ingingo yose ifashwe na Union africaine. Le Burundi est l'un des pays membres de l'Union africaine. Cela veut dire que chaque décision prise par cette organisation devrait être suivie à la lettre. Le Burundi est donc appelé à se joindre aux autres pays pour que les activités de retrait des armes soient aussi une réalité pour ce mois d'amnistie pour toute personne ou groupe détenant les armes illégalement. Malheureusement, il n'y a aucun signe qui montre que le Burundi s'engage pour retirer les armes qui pullulent dans la population. Tout le monde est au courant que la prolifération des armes est une réalité dans le pays depuis 2015. Le Burundi a signé plusieurs traités à l'instar celui de Nairobi, de Kinshasa et autres traités en rapport avec la lutte contre la circulation illégale des armes. Uburundi bwarasinye ku bwacu rero tukavuga tuti abategetsi b'u Burundi nibagerageze bubahirize ayo mategeko n'amasezerano yose basinye, ivyo bikaba bizotuma n'ugo gwaruka rwose rwahawe ibigwanisho. Nous exhortons donc les autorités burundaises de tout faire pour retirer ces armes, surtout celles qui ont été distribuées aux jeunes par certains politiciens. La sauvegarde de la sécurité n'incombe qu'aux forces de l'ordre. Nous demandons également au gouvernement burundais de protéger toute personne qui manifestera la volonté de remettre les armes durant ce mois de septembre, pris comme mois d'amnistie. Les armes qui seront remises volontairement doivent être gardées sérieusement pour qu'elles ne soient pas redistribuées dans la population. Ibirwanisho bizoba bisubijwe bitazoheza ngo bihabwe abandi banyagihugu mwibanga. Il faut qu'il y ait l'accroissement des capitaux et la promotion des entrepreneurs pour que les Africains puissent se développer eux-mêmes tout en se basant sur la technologie moderne et l'innovation. C'était l'un des points à l'ordre du jour au cours de la 7e réunion entre le Japon et les pays du continent africain. L'annonce a été faite par le deuxième vice-président Joseph Butore ce lundi à son retour de cette réunion. Suivez. J'avais participé à la 7e réunion d'une rencontre entre le Japon et les pays du continent africain dans le but de voir comment les Africains peuvent se développer eux-mêmes en se basant sur la technologie moderne et l'innovation.
Au cours des échanges, on s'est concentré sur l'accroissement des capitaux dans notre continent, notamment dans 6 secteurs choisis, à l'occurrence la communication, la promotion des investisseurs et des entrepreneurs, le secteur de l'agriculture, l'éducation et la formation professionnelle, le secteur de la consolidation d'une paix durable et le secteur basé sur l'économie de l'eau, des lacs et des océans. L'intervention des uns et des autres dans cette réunion nous a permis de voir l'image actuelle de l'Afrique en matière de développement et les perspectives d'avenir. Page éducation à présent. L'adaptation des enfants en exil dans le système éducatif rwandais n'a pas été chose facile. Actuellement, la plupart des enfants ont un niveau satisfaisant. Cependant, l'inquiétude réside au sein du système burundais quand ils retourneront au pays. Dans le cadre de la synergie des médias par les radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance dans l'émission Défis de chez nous, retrouvez le parcours de certains de ces enfants et la proposition des enseignants à ce défi à travers ce grand reportage signé Révérien Vadikamwe. The problem is that I've told you I have forgotten all lessons of there they teach. When I go in the primary school, you can't tell me that Gisoro is watching, I know them. Nous sommes à l'école School for Excellency Imanzi, située dans le district de Huye, dans la région sud du Rwanda. Là-bas, nous y avons rencontré des enfants des réfugiés burundais régulièrement inscrits dans les écoles de Huye. turimuka turagaruka tuje Muhanga hanyuma mvuye Muhanga tunza kubona marina wanje ngaho abahanya ari ingoma tuje kubona basabe ko andende yishuje ngaha nuko rero naje kwiga ngaha. Ces enfants burundais viennent de passer 4 ans dans un système anglophone d'enseignement. Monica Ndehokubwayo est une fillette de 12 ans. Elle a fui le pays alors qu'elle était en 3e, mais elle a été contrainte de reprendre à zéro l'école primaire pour une remise à niveau. Aujourd'hui, elle ne parle plus français. Au Burundi, j'étudiais en français. Ici au Rwanda, ça m'a été difficile de m'habituer, mais au moins aujourd'hui. Je préfère d'étudier aujourd'hui en anglais parce que je ne pourrais plus comprendre le français. Je ne dirais pas que je peux m'exprimer en français parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas utilisé cette langue. Vraiment, je ne pourrais plus. En plus, au Burundi, on enseigne tous les cours en français. Cette fillette habitait la zone Musaga de la mairie de Bujumbura. Elle vit aujourd'hui avec sa marraine, Marie-Thérèse Ndayiragije, elle-même enseignante. Elle témoigne comment l'intégration de Monica dans un système anglophone a été pour lui une tâche très dure. Quand elle a fui le pays, elle était en 3e. Arrivée ici, il a fallu qu'elle recommence de plus belle en première année pour qu'elle parte du bon pied. Et puis encore avec le Kinyarwanda et l'anglais, puisqu'au Burundi, elle étudiait en français. Ça l'a vraiment rendue furieuse quand elle regarde ses anciens camarades de classe qui lui ont pris de l'avance. Elle aurait souhaité continuer là où elle était, parce qu'aujourd'hui, elle est en 5e, alors que les autres ont déjà commencé à l'école secondaire. Vraiment, ça lui fait du mal. Elle a 12 ans. Non loin de là, d'autres enfants burundais étudient à Sinapi School, une école privée. Nous y avons été reçus par la directrice de l'école, Sœur Domina Mukamawano. Les enfants s'adaptent bien. Ceux qui étaient en maternelle, ce n'était pas difficile parce qu'à Sinapi School, nous commençons le cycle de maternelle en français. Et quand on arrive en primaire, on adapte l'anglais. Les enfants s'adaptent bien, ils s'intègrent bien. Comme ils dominent les autres parce qu'ils connaissent des langues parfaitement, ils s'adaptent bien parmi les autres. Les enfants n'ont pas de problème parce qu'à Sinapi School, nous utilisons des langues dans le système d'enseignement. Nous parlons le français et l'anglais. Et je crois que les enfants, au retour au Burundi, ils n'ont pas de problème à s'adapter. La réadaptation sera facile pour eux.
Des Burundais nantis parmi ces réfugiés préféraient placer les enfants dans des écoles où l'anglais et le français constituent parallèlement la langue d'enseignement, une façon de prévenir en cas de retour au pays. Vincent Zissabira, un des enseignants qui a suivi au quotidien les difficultés qu'ont connues ces enfants au pays d'accueil, il y prend au sérieux ce problème et appelle à la volonté politique des autorités burundaises face à l'éducation de ces enfants. Absolument, ils ont eu des difficultés à s'intégrer ici. Ils ont eu des difficultés à changer la langue d'enseignement. Vous voyez, quand on a été instruit depuis l'école primaire peut-être, ou bien depuis la maternelle, on est en train d'étudier en français. Et que d'un coup, on est obligé de changer de langue d'enseignement. Je pense d'ailleurs que ceci a été l'une des causes d'échec. Et maintenant, avec les 4 ans d'exil, ils sont en train de s'intégrer dans son système d'enseignement en anglais. Maintenant, si demain ou après-demain, on nous proclame de la paix chez nous et qu'on rentre chez nous, moi je proposerais que ces enfants ne subissent le même problème. Comme ça, il sera question de changer la politique d'enseignement. Ceux qui sont chargés de la planification des systèmes d'enseignement, qu'ils acceptent que ces enfants qui ont étudié en anglais, qu'ils continuent leur formation. Comme ça, ça sera question d'accepter que l'anglais et le français soient des langues, disons, les langues officielles au Burundi. Comme ça, chacun aura l'opportunité ou bien le choix de continuer ses études comme il veut. Qu'on choisisse de continuer en anglais, qu'on continue. Et qu'on ait ces opportunités. Bon. Donc il sera question d'accepter que ceux qui ont étudié en anglais, et c'est les avantages, qu'ils continuent comme ils veulent. D'ailleurs, vous voyez avec aujourd'hui, sur le marché du travail aussi, on privilégie beaucoup l'anglais, mais aussi le français, on ne peut pas le nier. Donc, ils ont eu cette opportunité de connaître l'anglais, qu'ils ne soient pas punis, parce que si on essaie de voir, moi je considère ça comme une punition quand on t'oblige de changer de langue d'enseignement. Un des réfugiés de Houye qui a été embauché à Sinapi School donne sa proposition qui est celle de mettre 2 systèmes d'enseignement en parallèle, francophone et anglophone au Burundi pour permettre à ses enfants de choisir une fois ils rentrent au pays. Toute adaptation demande des changements où il y a des problèmes d'apprentissage. Si on quitte un pays et la langue d'apprentissage n'est pas celle à laquelle tu apprends une autre langue, ça cause des problèmes d'apprentissage, mais petit à petit on s'adapte. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils se sont efforcés et par rapport au français qu'ils ont laissé, cette fois-ci ils s'adaptent à l'anglais comme certains d'eux le disent, que l'anglais est un peu facile par rapport au français. Et aussi, par exemple, s'ils retournent au pays et de se réadapter dans un système français qu'ils ont laissé, je pense que ça sera plus difficile par rapport à la langue d'apprentissage, donc l'anglais. Aux décideurs, au gouvernement, je leur demanderai d'abord qu'ils mettent en place une commission technique qui s'asseye et qui suit de près donc, toutes ces questions avant même que ces enfants ne retournent au pays. Cet appel est lancé au moment où le gouvernement burundais invite tous les réfugiés à rentrer, en forçant même les retours du côté des réfugiés se trouvant en Tanzanie. Mais un problème est resté posé, aucun souci du gouvernement de Pierre Nkurunziza au sujet de ces enfants qui viennent de faire 4 ans dans un système d'enseignement anglophone. Merci, Révérien Badzikamwe. Et selon le pédagogue Libera Ntibashira Kandi, ces enfants ne doivent pas être victimes des problèmes politiques du Burundi. L'État devrait planifier le système éducatif approprié pour que les enfants s'intègrent facilement à leur retour au pays. On le suit. C'est un problème qui est connu dans le monde. Donc, vous savez très bien qu'il y a des millions de réfugiés. Et quand les enfants, effectivement, retournent dans leur pays d'origine, donc ils rencontrent effectivement des difficultés, notamment en matière de la maîtrise de langue d'enseignement, en matière de système éducatif
puisque dans les différents pays, les pays anglophones et les pays francophones, ils n'ont pas les mêmes systèmes éducatifs. Et donc, la plupart des fois, ces enfants perdent une année ou deux en fonction de l'âge de l'enfant en question, en fonction du niveau d'études, je veux dire les paliers, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Donc, les difficultés ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais il y a des solutions. Oui, effectivement, enchaînant avec ces solutions, que devraient faire, selon vous, les dirigeants du pays ou tous les organes concernés pour aider à la bonne intégration de ces enfants, vu que le Burundi utilise le système francophone? Oui, c'est une question très difficile, comme je le disais tantôt. Donc, la solution exige une très, très bonne organisation. Une très, très bonne organisation, non seulement dans le pays d'accueil, donc là où se trouvent les réfugiés, mais aussi dans le pays d'origine, ici, le cas du Burundi. Donc, il faut une volonté politique d'accueil de ces réfugiés, une volonté politique de faciliter la réinstallation, une volonté politique d'accueillir comme père de famille ces citoyens qui ont fui pour des raisons politiques et autres. Donc, je disais, une très bonne préparation, cela demande un recensement dans le pays d'accueil. C'est-à-dire, si je prends par exemple la Tanzanie ou l'Ouganda ou le Rwanda, il faut que le gouvernement qui sera en place le moment venu sache exactement le nombre d'enfants et le niveau d'études. Donc, l'âge, le niveau d'études primaire, secondaire ou universitaire. Donc, la responsabilité d'un gouvernement, justement, c'est de trouver des solutions à des problèmes difficiles. Je veux dire par là, ce qui est très important, c'est le travail qui doit être fait en amont. Donc, la préparation du retour de ces enfants. De deux, choisir des solutions qui coûteraient moins cher et qui faciliteraient le maximum d'enfants. Si il y a par exemple 3000 enfants ou plus qui ne parlent ni le français ni le kirundi, qui ont évolué dans un système anglophone, ça va de soi que le choix est de créer des écoles qui enseignent en anglais. Ça, c'est un choix. Et l'avantage, c'est que ces enfants ne perdent pas quelques années d'apprentissage de la langue. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas apprendre le kirundi et le français. Ça, c'est une autre question, parce que tout simplement, à côté donc de la poursuite de les études classiques normales, il faudrait à côté organiser des séances de mise à niveau dans les deux langues, le français, le kirundi et le swahili, comme les 4 langues sont. Quittons la page éducation pour parler sport. L'équipe nationale de football Intamba mu Rugamba affronte Taifa Stars de la Tanzanie ce mercredi au stade Intwari de Bujumbura. Ce match s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Dans une conférence de presse animée ce mardi par le sélectionneur de l'équipe nationale du Burundi, Olivier Niyongeko, se dit confiant comme ces deux équipes se connaissent depuis longtemps. Pour lui, la volonté et la cohésion de ces joueurs constituent un atout majeur qui leur permettra de gagner contre la Tanzanie. Suivez. Nous essayons de voir ce que l'on peut faire pour battre la Tanzanie ici chez nous. Pour le moment, nous sommes capables de corriger les erreurs commises pendant la période de la CAN. Et vous avez vu aussi qu'il y a des nouveaux joueurs qui n'étaient pas conviés avant, mais qui le sont maintenant. On peut dire que c'est une autre occasion pour notre équipe Intamba mu Rugamba de sélectionner des nouveaux joueurs, qu'ils soient ici au Burundi ou ailleurs. Intamba mu Rugamba reçoit des joueurs qui sont habitués de jouer dans des compétitions et qui sont capables de jouer aussi. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé la dernière fois? Pour nos clubs, ce n'était pas bien. Maintenant, on veut renforcer le football pour que le classement de FIFA se déroule quand nos équipes seront fortes et ils renforceront aussi l'équipe nationale.
L'Église adventiste du 7e jour du Rwanda vient de construire une école de médecine dans la ville de Kigali. Cet établissement a été ouvert officiellement par le président rwandais. Paul Kagame, dans son discours, a félicité l'initiative et la contribution de l'Église adventiste dans le développement du pays et leur a promis la construction d'un hôpital. Reportage Rodrigue Ndikumwami. Cette école que le président Paul Kagame a inaugurée se trouve dans la ville de Kigali. Cette école de médecine aura la capacité de donner aux étudiants un niveau de licence dans la faculté de médecine, chirurgie, laboratoire, infirmerie et d'autres. Le président Paul Kagame a été satisfait de l'initiative de l'Église adventiste dans la contribution au développement du pays. Il a promis que le gouvernement du Rwanda va contribuer pour la construction de l'hôpital de cette école de médecine. By fulfilling your pledge to establish a medical school, cette école de médecine que vous avez construite va aider le pays de l'Afrique de l'Est et centrale, donne la preuve d'un partenariat dans le développement du pays dans la région. Nous sommes satisfaits. Ce travail est dans l'objectif du pays. Le gouvernement va contribuer dans l'investissement des infrastructures et dans la compétence professionnelle en aidant cette école de médecine et dans les autres activités que nous avons vues. Nous allons faire de notre mieux pour construire le plus vite l'hôpital que vous le croyez. Nous allons chercher l'espace et l'argent qui va rester après la collecte des fonds. C'est la première phase de cette école de médecine. Le coût de cette phase a valu à une somme de 100 millions de dollars américains. Cette école de médecine va commencer avec 55 étudiants. En Afrique du Sud, la xénophobie refait surface. Depuis dimanche 1er septembre, des manifestants scandant des slogans xénophobes ont déjà tué 3 personnes, pillé et brûlé des centaines de magasins appartenant aux migrants. La mobilisation xénophobe a continué ce lundi, surtout dans les quartiers sud de Johannesburg. Détail avec Thierry Wigilindavi. Tout commence la semaine dernière à Pretoria. Les chauffeurs de poids lourds et associations de conducteurs de taxi-voitures ont pillé et brûlé des magasins appartenant à des étrangers. À la fin de la semaine, cette poison de xénophobie s'est répandue à Johannesburg. Dans le quartier de Tirfontein, plus de 500 habitants s'en sont pris à une dizaine de magasins, pillant tout sur leur passage. Les magasins visés appartenaient à des Somaliens, Nigériens et Pakistanais. Le bilan est d'au moins 3 personnes mortes, des centaines de magasins vandalisés et plusieurs véhicules brûlés. De terribles images des corps dévorés par les flammes suscitent non seulement l'indignation, mais aussi l'incompréhension du reste des Africains. Là où le bas blesse, c'est que c'est le pays de Nelson Mandela qui est devenu le théâtre de ces vagues de violence abominables. Surtout que plus d'un se souviennent que pendant la lutte contre l'apartheid, la majorité noire a bénéficié de la solidarité africaine. Les autorités sud-africaines préfèrent calmer le jeu. Le ministre de la Police parle de criminalité et non de la xénophobie. Pourtant, les slogans des manifestants qui pillaient les magasins étaient on ne peut plus clairs. Trop c'est trop, les étrangers dehors. Dans cette nation arc-en-ciel, dès que l'économie tourne au ralenti, il est devenu monnaie courante que les migrants servent toujours de bouc émissaire. Merci Thierry Wigilindavi et c'est ce reportage qui met un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.